On a l'impression, ou en tout cas on entend de la part de certains responsables politiques, des éléments effectivement qui nous disent que le TAFTA est enterré, qu'il n'y a plus besoin de se préoccuper de tout ça, y compris de responsables politiques au sein du gouvernement. Et en réalité, je pense que ce qui est intéressant de dire au préalable, c'est que en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a eu des négociations qui se sont poursuivies il y a encore quelques semaines, quelques jours à Bratislava, et au cours desquels le mandat de négociation de la Commission européenne sur le TAFTA, autant qu'il ait besoin d'être prorogé, a été poursuivi, et une vingtaine de pays sur la totalité des pays européens concernés ont donné mandat à la Commission de poursuivre ces négociations. Alors, il est vrai que la France, elle, a dit qu'elle souhaitait arrêter cette négociation, mais elle n'a pas toute seule le pouvoir de le faire. Et donc, les négociations sur le TAFTA, contrairement à ce qu'on peut croire, se poursuivent, et elles vont se poursuivre dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et donc, c'est important que, à la fois, la connaissance citoyenne que l'on peut avoir de ce qui est contenu dans ces accords se poursuive, et qu'on essaye aussi de se mobiliser pour faire en sorte que cet accord n'aboutisse pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que cet accord aboutisse? Parce que, si on revient un petit peu assez rapidement sur ses origines, Jean-Michel l'a dit aussi un petit peu, c'est qu'on a eu tout un cycle de mondialisation avec une forme de multilatéralisme qui aboutit à une baisse globalement très, très drastique des tarifs douaniers, et dont l'une des conséquences massives a été la disparition de l'industrie dans les pays occidentaux. Et donc, comme ce n'était pas encore assez, on s'est dit on va aller un petit peu plus loin, et comme le multilatéralisme qui à l'OMC était en course, les Américains ont lancé un nouveau cycle de négociation, en particulier donc ce TAFTA, un cycle de négociation avec les Européens, et qui porte en particulier donc, non pas sur les barrières tarifaires, mais sur les barrières dites non tarifaires, c'est-à-dire principalement sur les normes, c'est-à-dire les règles que l'on se fixe pour vivre ensemble, les normes environnementales, les normes sociales, les normes concernant un certain nombre de protection de la propriété intellectuelle. Donc tout ce qui devrait être décidé de manière collective et démocratique, et qui risque, via ce TAFTA, dont on connaît peu de choses finalement, d'être décidé dans des instances sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Alors, je voudrais simplement illustrer rapidement ce propos, pour illustrer ce qu'a dit aussi Jean-Michel, sur la perte de souveraineté que ça illustre, et aussi sur la prise de pouvoir à la fois des Américains et des multinationales sur ces négociations. Pourquoi? Parce qu'on nous explique effectivement que ce sont des négociations qui ont pour but d'harmoniser un certain nombre de normes, et ça, effectivement, on ne peut pas être en désaccord a priori avec une harmonisation, mais ce discours, évidemment, cache un certain nombre de rapports de force. Ces rapports de force qui sont favorables à la fois aux États-Unis en tant que pays, et aussi aux multinationales américaines en tant qu'entité. Pourquoi? Parce que dans ces négociations, c'est évidemment l'entité qui est la plus puissante qui fixe les normes. Compte tenu de ce que j'ai dit précédemment sur l'érosion de l'utilisation industrielle en Europe, de la perte de compétitivité de ces entreprises, et compte tenu aussi de l'hégémonie américaine historique, la plupart des grandes multinationales dans la plupart des grands secteurs sont américaines, et donc on imagine bien évidemment que ce sont elles qui vont fixer leurs normes dans chacun des grands secteurs, puisque c'est eux qui sont les grands champions au niveau mondial, et non pas les Européens. Donc ça, c'est un premier point qui illustre effectivement ce fait qu'on nous dit, on nous explique que c'est une harmonisation, que c'est une négociation, que c'est une discussion équitable, alors qu'en réalité, c'est une manière évidemment d'imposer les normes américaines, de nous imposer des normes américaines, cela dit sans jugement de valeur, simplement sur le fait qu'on puisse avoir nous notre mot à dire sur un certain nombre de ces décisions. Et la deuxième chose qu'il faut dire à ce propos, c'est que de manière globale, toutes ces normes, que ce soit les normes sociales, environnementales, les normes concernant la propriété privée, elles sont globalement inférieures aux États-Unis à ce qu'elles sont en Europe. On a un standard au niveau européen qui est plus élevé que ce qu'il y a aux États-Unis. C'est vrai sur toute une série
dans un très grand nombre de domaines. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés, notamment dans l'agriculture, mais pas seulement. Par exemple, sur les produits chimiques, je crois qu'il y a presque 1 millier de types de produits chimiques qui sont interdits au niveau européen, contre à peu près une dizaine au niveau américain. Donc on voit bien que cette harmonisation, par définition, ne peut se faire que par le bas et que par, en réalité, la poursuite de ce qui est le processus intrinsèque de l'économie mondiale depuis des années, c'est-à-dire l'harmonisation par le bas et une forme de dumping au profit de ceux qui ont des normes inférieures. Donc je pense que ça c'était important simplement de le rappeler. Et par ailleurs, il y a des points plus précis sur ces négociations qui démontrent ce point et qui démontrent le fait qu'effectivement ces négociations se font dans le dos des peuples et que moins on en parle au peuple et mieux on se porte de manière globale. Alors pourquoi? Évidemment pour la raison que je viens d'indiquer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très grande opacité dans ces négociations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès, ou il y a un accès extrêmement restreint du public, des citoyens, mais aussi des parlementaires, aux informations concernant l'avancée de ces négociations. Ça a été dit assez souvent, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont connus là-dessus, c'est-à-dire que si vous voulez, en tant que parlementaire, par exemple, accéder aux informations concernant l'avancée des négociations, il faut que vous rentriez dans une pièce qui est sécurisée, on vous enlève votre téléphone portable, vous pouvez demeurer dans la pièce que pendant 45 minutes, donc il y a une très très grande opacité, encore que ça a un petit peu bougé, mais ça demeure extrêmement complexe d'avoir un accès actualisé aux informations pour les citoyens et pour les parlementaires, que ce soit les parlementaires européens et, a fortiori, les parlementaires des institutions nationales, y compris de la France. Donc, cette situation, là encore, est une illustration presque évidente, presque trop claire, à la limite, de la raison pour laquelle eh bien, ces négociations posent problème, alors que dans le même temps, on a un certain nombre de lobbyistes, en particulier des lobbyistes qui sont au service des grandes entreprises américaines, qui, elles, ont un accès beaucoup plus facilité au texte, et que les parlementaires américains, également, ont un accès au texte qui est beaucoup plus facile que celui à la fois des parlementaires européens. Et je vais laisser éteindre le téléphone qui vous arrive. Voilà. Et donc, cette opacité illustre là encore le fait qu'on n'est pas dans un processus démocratique. Dernier point, rapidement, qui là aussi illustre ce fonctionnement à la fois opaque et à la fois inéquitable entre les Américains et les Européens, entre les multinationales américaines et les intérêts européens, c'est la question du tribunal arbitral, puisqu'il y a un tribunal, il y a une possibilité qui est donnée de recours aux multinationales qui ont la possibilité, effectivement, si elles ont le sentiment que leurs intérêts ne sont pas défendus, que les profits qu'elles devront pouvoir faire ne sont pas au rendez-vous par rapport à ce traité, elles ont la possibilité de contester des décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics nationaux, des décisions qui sont prises par le législateur en matière environnementale, en matière sociale, en matière, là encore, économique, et elles ont la possibilité d'obtenir des dédommagements et donc de passer au-dessus des décisions démocratiques qui ont été prises par les peuples, par les gouvernements, sachant que les arbitres en question sont des spécialistes du droit, mais qui n'ont pas de lien avec le pouvoir politique en aucune manière. Ce sont des arbitres qui sont, en général, ils sont en petit nombre à pouvoir régler ce type de différends, et ils sont souvent, malgré tout, ils ont des liens, des conflits d'intérêts, des connexions avec le monde du business, des multinationales, des grandes entreprises, ou en tout cas, ils ont un propice, ils ont un biais qui les rend sensibles aux arguments des multinationales. À cet égard, il y a eu un exemple, par exemple, au moment du printemps arabe, notamment en Égypte,
où un certain nombre de multinationales avaient pu contester, par exemple, des augmentations qui avaient été faites du salaire minimum, parce que ça ne correspondait pas à un certain nombre d'accords qui avaient été passés avec les gouvernements précédents. Donc on voit, en poussant l'argument à son maximum, que c'est bien là une remise en question évidemment de la souveraineté nationale et d'un certain nombre de décisions qui peuvent être prises de manière souveraine au nom du peuple et auxquelles on donnerait la possibilité évidemment aux multinationales de passer par-dessus la démocratie. Donc voilà, c'était juste simplement pour poser un petit peu le débat et pour illustrer le thème, c'est-à-dire est-ce que la démocratie a encore une signification quand effectivement des multinationales peuvent outrepasser de manière totale, et y compris avec l'aval de la Commission européenne des décisions qui ont été prises souverainement. Et donc cette question, je pense qu'il faut que les citoyens se saisissent, sachant pour conclure que la Commission, à partir du moment où elle a un mandat pour négocier, elle peut continuer à négocier indéfiniment, quelles que soient les réticences des États, d'un certain nombre d'États. Si, par exemple, la France dit « je ne veux plus donner de mandat à la Commission européenne pour négocier le TAFTA », ça n'a aucune valeur. La Commission peut continuer à négocier pendant très longtemps, et même indéfiniment. Et le dernier point, c'est que les accords qui peuvent être passés dans ce cadre sont des accords dits fluides, c'est-à-dire qu'on peut passer un accord à minima et revenir ensuite dessus pour rajouter des dispositions potentiellement la pression d'un certain nombre de pays. Voilà pour poser le débat de manière globale et bien démontrer l'importance économique mais aussi politique de ce débat. Merci Benjamin. Je crois que les tribunaux arbitraux, c'est le point clé dans ces accords. Vous allez en parler. Je voudrais rajouter un mot. Il y a un aspect, je sais, dans le traité transpacifique qui a été l'objet de négociations serrées entre l'Australie notamment et les États-Unis. Je ne sais pas si c'est devenu dans l'accord final. Je ne sais pas si c'est inclus dans la négociation sur le TAFTA. C'est celui du contrôle des serveurs de données. Que les Américains ont exigé que les serveurs soient localisés aux États-Unis ou que les serveurs australiens, en l'occurrence, utilisent des logiciels américains. Ce qui veut dire que les États-Unis ont ainsi le contrôle de toutes les données. Ça, c'est un point qui n'a jamais été soulevé sur le TAFTA. Moi, je ne suis pas autorisé à aller voir dans le détail au Parlement européen, au parlementaire européen, le détail des négociations, mais je pense qu'il faut absolument mettre l'accent là-dessus, parce que si on autorise, effectivement, et si les Américains ont le monopole des serveurs, c'en est fini de toute possibilité de récupérer une certaine souveraineté numérique.